Bonjour à tous, on est très heureux de vous accueillir pour ce premier webinaire de l'année 2024 où l'on va parler de la place de l'utilisateur et du business dans la stratégie d'une entreprise. Je m'appelle Emerence Kuruchet, je suis Lead Product Manager et formatrice chez Tiga et j'ai le plaisir d'accueillir pour cet échange Valentin Ménard. Salut Valentin, tu es Group Product Manager chez ManoMano, qui est un leader européen spécialiste du bricolage, de la maison et du jardinage en ligne, et Simon Robic. Salut Simon. Salut. Cofondateur de Scrib, plateforme pour améliorer la performance des logiciels métiers et permettre une meilleure connaissance du consommateur. Scrib utilise déjà des grands noms comme Nespresso, Orange, Monoprix, encore Doctolib. Valentin, tu as publié par l'intermédiaire du média Tiga en septembre dernier une tribune intitulée « Il est temps d'en finir avec le culte de l'utilisateur ». Ta tribune a connu un beau succès avec plus de 3000 lecteurs et lectrices. On sait qu'il y a un réel intérêt sur le sujet de la communauté produit avec des avis qui divergent, c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Et on va, au travers de ce webinaire, aborder le sujet suivant. Le but d'une entreprise est-il de satisfaire ses utilisateurs, de générer du profit, ou est-elle en mesure de conjuguer les deux ? On définira ce qu'est être user-centrique. Est-ce que le fait d'être user-centrique versus business-centrique correspond à des moments de vie de l'entreprise ? Comment trouver le bon win-win entre impact et business utilisateur ? Et vous nous partagerez aussi, Simon et Valentin, vos tips pour que les PM réussissent à trouver cet équilibre. On a 1 heure devant nous. Pour poser un peu le cadre, on va avoir environ 45 minutes d'échange entre Valentin et Simon, avec comme base la tribune de Valentin. Et à la fin, on gardera 15 minutes pour une session de questions-réponses. Et pour rendre cet échange un peu plus fluide, ce qu'on vous propose, c'est de poser directement vos questions dans les commentaires et on les prendra à la fin. Voilà, pour poser le cadre. Je commence. Valentin, première question pour toi. Tu affirmes dans ta tribune, il est temps d'en finir avec le culte de l'utilisateur. Est-ce que tu peux nous définir ce que tu entends par culte de l'utilisateur ? Est-ce la croyance que si on est user-centrique, le business suivra ? Ouais, alors là, j'ai pas innové là-dessus. J'ai repris une définition que je trouvais bien de Product Board. Et je peux la lire, elle est rapide. C'est où est-ce que je l'ai ? Ah bah, je l'ai perdu. Si. C'est créer des clients heureux et les garder satisfaits est l'objectif principal de l'équipe produit et de l'entreprise. Les organisations centrées sur le client doivent donc donner la priorité à la satisfaction et à la valeur du client plutôt qu'au bénéfice. Être focus sur le client permet de créer une base de fans fidèles, ce qui conduit finalement à un succès long terme. Et du coup, moi, donc je parle de ça et je trouve qu'il y a 3 illusions, selon moi, qui sont embarquées dans cette définition. C'est 1, que l'objectif utilisateur est au même niveau, voire au-dessus de l'objectif business. 2, que la meilleure manière d'atteindre les objectifs business pour une entreprise, c'est de mettre l'utilisateur en premier et que tout le reste suivra. Et 3, c'est que c'est à l'équipe produit de représenter cette voix de l'utilisateur. Donc ça, c'est les 3 grands axes que je conteste un peu. Ok. Merci Valentin pour cette définition. Simon, tu as lu la tribune de Valentin, je pense. Est-ce que tu partages son point de vue et sinon, sur quoi est-ce que tu diffères avec l'opinion de Valentin ? Écoute, je partage son point de vue sur le fait que il est faux de penser qu'en mettant l'utilisateur en premier, le succès sera forcément automatique en fait derrière, quoi. Si c'était aussi simple que ça se saurait, ça serait un peu magique, quoi. Mais par contre, après, moi, je suis moins d'accord sur le fait que on puisse réussir aussi sans penser à l'utilisateur et de se dire que les boîtes qui auraient un objectif uniquement business et cet objectif qui serait peut-être au détriment de l'utilisateur pourraient réussir, quoi. Parce que là où on est aussi d'accord, c'est que l'objectif d'une entreprise, c'est toujours, in fine, de gagner de l'argent. C'est même dans la définition même de l'entreprise, quoi, du mot entreprise, quoi. Mais je pense qu'on ne peut pas convaincre ses clients de nous donner cet argent si on n'a pas quand même au départ pensé à leurs besoins, à leur satisfaction, et ce, dans la durée, quoi. C'est-à-dire, on peut essayer de faire des one-shots et de leur prendre de l'argent et de partir en courant, et tant pis s'ils ne sont pas contents, mais si on veut que cette relation, elle dure et que l'entreprise réussisse dans la durée, je pense qu'on est obligé de garder en tête d'abord et avant tout la satisfaction de ses clients, de ses utilisateurs, et de faire en sorte que les attentes et ce qu'on délivre soient bien alignés, quoi.
Et sachant, je pense que le cœur, il est là, il est sur le d'abord et avant tout, parce qu'à aucun moment, moi, je dis qu'il ne faut pas se concentrer sur l'utilisateur et qu'il n'est pas important. Et je pense même qu'on en parlera. Il est sur ces deux objectifs, utilisateur et business. Moi, ce que je dis, c'est qu'ils ne sont pas au même niveau et qu'il y en a un qui est au-dessus. Mais bon, il y a d'autres questions qui vont suivre, on va pouvoir développer. Ah, et pour toi, Valentin, c'est bien, on pense d'abord au business et l'utilisateur, enfin, on viendra après répondre aux besoins de l'utilisateur, là où toi, Simon, tu dis, on pense à l'utilisateur et le business suivra, un peu comme un modèle à la product board, user-centric, et le business arrive après. Après, on peut se poser la question de product board avec aujourd'hui des outils qui viennent le challenger comme un Jira Discovery ou autre. Est-ce qu'il ne va pas évoluer? Est-ce que son monopole aussi évolue? Donc, en effet, les choses bougent. Donc, pour toi, Valentin, question suivante, le besoin utilisateur n'est pas forcément le point de départ d'une entreprise, alors que pour toi, Simon, c'est l'évidence même, hein, c'est un peu ce qu'on disait. Pour moi, ça serait un peu trop simpliste de dire qu'un d'entre vous a tort et que l'autre a raison, parce qu'en fait, on voit bien, hein, c'est important de penser aux deux, au business et à l'utilisateur en tant qu'entreprise ou en tant que product people. Je suis assez curieuse que vous illustriez justement vos visions sur le sujet. Si vous avez des exemples à nous partager, tu nous as partagé du Valentin, mais justement, si on peut creuser un petit peu ça, quelles sont les entreprises aujourd'hui que vous pourriez nous citer qui illustrent bien vos deux points de vue à tous les deux? Valentin, je te laisse commencer. Ouais, et déjà, pareil, pour pas caricaturer mon propos, je veux quand même dire la place de l'utilisateur, elle est super importante. Et d'autant plus dans le digital, où il y a des économies d'échelle incroyables. Et donc, plus tu vas avoir d'utilisateurs, plus tu vas pouvoir proposer une expérience qui ne soit pas si chère. Tu as peu de barrières à l'entrée, du coup, tu as intérêt à faire un bon produit, sinon tout le monde peut aller sur un autre. Et une des rares barrières à l'entrée, c'est d'avoir justement beaucoup d'utilisateurs pour faire des effets de réseau ou avoir assez de data pour faire des algorithmes qui te permettent de faire de la personnalisation. Donc, l'utilisateur, il a un rôle particulièrement important même dans le digital. Ça, déjà, je veux quand même que ce soit clair et qu'on ne croit pas que je dise autre chose. Par contre, pour moi, le point de départ, il reste business. Sauf si tu es dans une entreprise où tu n'es pas encore en product market fit et tu n'as pas encore levé de fonds, bon, tu fais un peu ce que tu veux. Mais à partir du moment où tu as levé des fonds, tu es avec des professionnels de l'investissement et eux, leur enjeu, c'est comment est-ce que je maximise la valorisation, comment je vais pouvoir leur vendre. Et donc, tout le reste, l'utilisateur, ça va être des stratégies pour y arriver. Donc, l'objectif, c'est faire de l'argent, mais je crois que là-dessus, avec Simon, on se rejoint. Et l'utilisateur, c'est une stratégie. Après, du coup, si on dit le point de départ utilisateur, si je prends vraiment au mot, d'un point de vue méthodologique, ça veut dire, OK, je me concentre sur quels sont les plus gros pain points utilisateurs, et ensuite, je vais voir comment j'arrive à créer un business à partir de ça. Mais si on prend aujourd'hui les plus gros business de la tech, si on regarde les Facebook, Google, YouTube, bon, tous ces modèles-là, ils sont construits autour de la pub. Et à aucun moment, en fait, ils sont allés voir un utilisateur et le gars, il a dit « Ah bah moi, ce que j'aimerais bien, c'est avoir plus de pub. » Donc, il y a quand même quelque chose d'un peu particulier qui est que le cœur même de cette culture produit, elle vient de ces grandes boîtes de la tech. Et pour autant, quand on regarde ces grandes boîtes de la tech, le modèle économique qui leur permet de vivre et d'être aussi successful aujourd'hui, c'est pas quelque chose où l'utilisateur a été premier. C'est comment est-ce que je monétise et après j'essaie de trouver la moins pire solution, la solution qui me permettra de gagner plus d'argent et éviter le churn. Mais c'est pas je pars d'un besoin utilisateur et comment est-ce que je le résous. Je suis pas complètement d'accord, y compris sur ces exemples-là, en fait. C'est-à-dire que quand tu regardes le démarrage d'un Facebook, par exemple, ou Twitter ou autre, la pub, elle est arrivée plus tard, finalement. Et en fait, leur première mission, c'était de comment je crée de la récurrence d'usage. Et ils ont réussi à créer cette récurrence d'usage en couvrant un certain nombre de besoins ou d'attentes qui aujourd'hui nous semblent, tu vois, évidentes parce que ça fait partie de notre quotidien. Mais ce côté, je veux me connecter avec un réseau, tu vois, on prend l'histoire de Facebook, on la connaît tous, on a tous vu le film, mais c'est je suis dans mon école, comment je fais pour me connecter, comment je fais potentiellement aussi pour draguer plus facilement. Enfin, c'est ça le besoin, en fait, au départ, que ces boîtes-là ont voulu couvrir. Et en fait, avec l'audience est venue la publicité, mais ça arrive quand même dans un temps d'eux. Et puis d'ailleurs, on voit aujourd'hui, voilà, chez Twitter, par exemple, qui cherche des modèles alternatifs à cette publicité, mais le cœur finalement de
je veux pouvoir me connecter avec des gens, je veux pouvoir échanger avec eux, je veux consulter, partager du contenu. C'est ça le besoin initial auquel ces boîtes ont répondu. Donc, et puis même si je suis ton exemple, c'est-à-dire en se disant qu'aujourd'hui leur objectif c'est la publicité, bah, finalement tu peux te dire que leurs utilisateurs, c'est plus toi et moi, et c'est les entreprises qui du coup viennent communiquer sur ces plateformes via de la pub. Et donc elles ont cette démarche de comment pour ces clients-là, je peux leur fournir les outils de ciblage ou les formats publicitaires les plus performants. Et il y a cette recherche de l'adéquation entre les besoins des marques et le produit qu'ils délivrent pour pouvoir répondre. Donc, je pense que même sur ces exemples-là de social media, le besoin au départ de connexion, ils l'ont couvert, la monétisation est arrivée après. Et sur cet axe de monétisation, il y a quand même un impératif de répondre aux attentes d'une autre cible, d'un autre persona qui est l'annonceur, en fait, cette fois-ci, quoi. Tu vois. Je pense que même dans cet exemple-là, le user vient au début, quoi. Sachant que je pense qu'il faut vraiment distinguer les moments dans une boîte en pré-product market fit et en après-product market fit. Quand tu es dans une logique où tu n'as pas encore fait ton trou, toutes les logiques de monétisation, même si on se dit qu'elles pourront arriver plus tard, elles ne sont pas encore pertinentes. Mais quand on commence à se positionner sur des entreprises qui ont leur market fit, là, les logiques de monétisation, ça crée des process et des manières de penser qui sont très différentes de quand on est au tout début d'une boîte. C'est surtout ça mon point. Ok. Merci. Bah, c'est vrai que c'est pas forcément évident de répondre simplement à cette question, et tes exemples les illustrent bien, Valentin, hein. Il y a des mouvements de marché où une entreprise, elle évolue, et donc du coup, au début, c'est gratuit, on rajoute de la publicité. Tu l'as évoqué très rapidement, mais aujourd'hui, ils cherchent potentiellement des modèles où ils vont rajouter des abonnements. Donc on voit en effet qu'on cherche à rentabiliser aussi les produits avec un temps qui évolue. Si on creuse un petit peu, Valentin, dans ta tribune, tu dis qu'on essaie justement de trouver ce win-win parfait des besoins utilisateurs qui vont créer les business models satisfaisants. Et il est illusoire justement de croire que ça marche à tous les coups et qu'on a juste besoin de se concentrer sur l'utilisateur pour dire que le business suivra. Chez Tiga, on appelle ça la loi du double impact. L'objectif, c'est de trouver et de créer des entreprises qui vont avoir un impact à la fois sur le business et l'utilisateur, justement, pour, comme tu dis très bien dans ta tribune, chercher de la rentabilité, parce que une entreprise, même quand elle lève des fonds, à un moment donné, il y a forcément un besoin de gagner de l'argent. Pour faire de nos produits des produits à succès, selon toi, comment est-ce qu'on trouve cet équilibre, ce win-win justement dont tu parles ? Bah, déjà, quand on parle de win-win, moi, ce qui m'embête, c'est de se dire que les deux seraient un peu, quand on parle du double impact, comme si les deux étaient au même niveau. Là où, justement, mon point, c'est déjà, il y en a un qui est l'objectif et l'autre qui est le moyen pour y arriver. Ensuite, quand on parle du mot les besoins utilisateurs versus les besoins business, je me demande ce que ça veut dire, parce que si on est aligné que tout ce qu'on fait pour l'utilisateur, in fine, on cherche à créer une valeur business derrière, du coup, cette dichotomie, elle s'estompe un peu. Donc, j'ai l'impression que quand on parle de répondre à des besoins utilisateurs et qu'on le met un peu en opposition aux besoins business, c'est créer de la valeur sans la collecter au moins tout de suite. C'est une manière de créer de la valeur de manière stratégique sur le long terme et sans collecter tout de suite. Donc, typiquement, nous, on peut le faire chez Mano Mano quand on va faire des fiches d'inspiration sur le jardinage, de comment s'occuper de ses plantes. Ce n'est pas forcément des choses qui vont nous faire gagner de l'argent à court terme. Pour autant, à long terme, c'est stratégique parce que ça va nous permettre de les faire venir plutôt sur le site internet, de moins payer d'argent en acquisition. Donc, déjà, voilà, je pense que quand on parle de utilisateur versus business, j'ai l'impression que la dichotomie, elle n'est pas vraiment au bon endroit, elle serait peut-être plus entre court terme et long terme. Parce que tout ça sont dans une logique business. Et quand on parle d'équilibre, donc un exemple que je trouve intéressant, quand on parle du double impact, on a l'impression qu'on cherche à trouver exactement ce qui donne le meilleur ratio utilisateur en satisfaction et quelque chose qui permet le bon ratio entre ça satisfait l'utilisateur et ça me fait avoir des revenus en tant qu'entreprise.
Moi, mon point, c'est plutôt quand on regarde les stratégies de pricing, c'est qu'on cherche à mettre le prix qui est non pas le point de satisfaction optimal qui permettra de faire gagner de l'argent, mais c'est le prix max que sont prêts à payer les utilisateurs et qui nous fera optimiser les revenus. Et ça, je trouve ça assez intéressant parce que pour le coup, le pricing, c'est assez mathématique et ça ment pas trop. Pour montrer un peu, je ne sais pas si c'est la réalité derrière, mais un peu, voilà, in fine, l'état d'esprit ou le mindset derrière, c'est quand même optimiser les revenus avec cette dimension utilisateur, mais qui est toujours en premier. Tu veux réagir, Simon? Oui, parce que je suis complètement en phase avec ça. C'est ce qu'on disait au départ, en fait, c'est que, in fine, l'objectif, ça sera de gagner de l'argent. On peut le déplorer ou pas, mais en tout cas, c'est comme ça. Et effectivement, je suis d'accord, hein, quand tu dis, on va essayer de trouver le point, le prix max que les gens sont prêts à payer, mais s'ils sont prêts à payer un prix plus élevé potentiellement, tu vois, que c'est d'abord quand même parce que le produit qu'on va leur proposer à ce prix-là répondra à leurs attentes. Donc, cette semaine, quand j'ai communiqué sur le webinar sur LinkedIn, j'ai dit c'est l'histoire de l'œuf ou de la poule, quoi. C'est-à-dire, c'est un peu comme ça finalement que je vis ce débat, c'est-à-dire est-ce qu'on pense d'abord business? Est-ce que c'est ça la finalité? Enfin, oui, c'est la finalité, mais est-ce que c'est l'étape numéro 1 dans ta réflexion? Ou est-ce que ton étape numéro 1, c'est la satisfaction de l'utilisateur? Et en fait, les deux, évidemment, sont hyper liés. On pourra, tu vois, toujours dire non, c'est un qui arrive avant l'autre. C'est comme l'œuf ou la poule. Et après, j'ai tendance, moi, à dire que c'est quand même la satisfaction de l'utilisateur parce que sans ça, il n'y a rien qui peut exister. Et tout comme certainement l'œuf d'abord, qui vient peut-être de l'ancêtre de la poule, quoi, finalement. C'est un peu ça, quoi. Et, euh, et donc, oui, je suis clairement d'accord avec ce que tu veux dire. On va essayer de trouver le prix maximum qu'ils sont prêts à payer, mais pour y arriver, pour les faire accepter de payer ce prix-là, il faut quand même qu'on ait un produit qui soit aligné avec leurs attentes, leurs besoins, et si possible, qu'en plus, ça reste dans la durée pour qu'ils reviennent acheter chez nous et pas juste faire un one-shot, quoi. Mais c'est vrai, tu vois, si on se disait que c'était l'utilisateur en premier, en fait, on se demanderait quel est le prix avec lequel vous êtes le plus confortable. Et après, on ferait notre stratégie de pricing par rapport à ça. Là, aujourd'hui, j'ai l'impression, pour la plupart des stratégies de pricing, c'est différent. C'est quel est le prix max que tu es prêt à payer. Et ce ne sera pas ton niveau optimal, c'est juste nous, ce qui nous permet d'optimiser nos revenus. Donc, ce n'est pas une optimisation de l'expérience utilisateur, c'est une optimisation du revenu au sein de cette expérience utilisateur. Ouais, mais je pense que tu peux jamais leur demander quel est le prix que vous aimeriez payer, parce que tout le monde te dirait 0 euros, tu vois, on préférerait que ça soit gratuit. Le fait de, toi, de tester ton pricing et pour réussir à trouver le niveau max, en fait, c'est trouver la vraie réponse à quel est leur niveau maximum, tu vois, qu'ils sont prêts à mettre ou avec lequel ils sont in fine à l'aise. Parce que quand ils deviennent plus à l'aise avec ce niveau de pricing, ils n'achètent plus, tu vois. Donc, je pense que ça serait aussi illusoire de se dire je vais juste leur demander combien ils seraient prêts à payer. En réalité, tu es obligé un peu de tester, quoi. Et tu vois, je pense que ça a toujours été le cas. Aujourd'hui, on va peut-être le tester de manière programmatique, tu vois, sur Internet, notamment dans de l'e-commerce ou de la marketplace, où en fait ton prix peut varier régulièrement, voire évoluer. Tu vois, on connaît ces mécaniques-là de je reviens souvent voir un prix ou un produit, bah, son prix il augmente en fait, c'est pour nous forcer à acheter plus vite. Euh, dans, dans un magasin, je sais pas, dans une grande surface, maintenant les prix ils sont digitaux aussi et en fait ils les changent tous les jours. Et je pense pas, voilà, depuis que le commerce existe, finalement, ces variations sur le prix, elles existent aussi, quoi, tu vois. Donc, et je pense que voilà, trouver la vraie réponse à quel est le bon prix, bah, c'est en le testant, en disant, ah là, j'étais trop cher, les gens n'achètent plus. Donc, je vais redescendre. Tiens, si j'augmente la fois d'après, est-ce que ça marche? Et ça te force, je pense aussi, à beaucoup travailler sur ta perception de valeur, parce que c'est pas qu'une histoire de prix, c'est qu'est-ce qu'ils ont l'impression d'avoir en face de ce prix-là, et donc de revenir à ouais, voilà, cette perception de valeur qui, du coup, doit être le mieux alignée possible avec leurs besoins, leurs attentes, quoi, je pense.
Mais est-ce que tu dois pas faire tout ça en même temps, justement, tu vois, de te poser ces questions de quand tu crées un produit, c'est quoi ma vision, un peu ce que disait Valentin, parce que tu es dans une entreprise, tu t'inscris dans une vision d'entreprise, et donc du coup, c'est quoi mon besoin utilisateur, et un peu l'effet, tu sais, du fer à cheval, est-ce que je suis plutôt orientée business ou est-ce que je suis plutôt orientée user, comment je trouve cet équilibre. Est-ce qu'on est obligé de tout faire en même temps? Ouais, je pense effectivement. Ouais. C'est que Scribe, c'est encore une entreprise jeune. On a 3 ans et en fait, c'est encore assez frais dans mon esprit, tu vois, ce par quoi on a démarré. Et effectivement, pour raconter notre propre histoire, nous, on a vraiment commencé par une page blanche en allant interroger des dizaines et des dizaines d'entreprises et des métiers différents dans ces entreprises-là et dans des industries différentes, etc., pour identifier des pain points dans les équipes. Et une fois qu'on a identifié le sujet de justement, j'ai plein de questions à poser à mes clients, mais ils ne nous répondent plus. Là, on a tiré la ficelle là-dessus, on a regardé quels étaient les autres acteurs, on a regardé pourquoi est-ce que ça répondait plus, et on a réfléchi à comment est-ce qu'on pouvait apporter une solution à ce problème. Et finalement, et c'est là où tu as raison aussi, Valentin, de dire à ce moment-là, on a d'abord travaillé sur le problème et comment résoudre ce problème. Et c'est une fois qu'on avait réussi à prouver qu'on pouvait résoudre ce problème qu'on a regardé comment on pouvait le vendre, quel était le modèle qu'on pouvait adopter, etc. Parce que on n'a pas créé une association et c'est pas à but non caritatif. Donc évidemment, dès le premier jour, on s'est dit qu'un jour on vendrait quelque chose. Mais au départ, on a quand même cherché à identifier ce problème et à comment on pouvait le résoudre. Et c'est une expérience que je suis convaincu que c'est souvent la bonne manière de commencer, quoi. Ouais, non, mais de toute façon, pour commencer, j'ai pas trop de débat là-dessus. Je pense qu'on est assez alignés. Pour moi, c'est plus quand l'entreprise, elle a son product market fit, qu'elle a des investisseurs sur lesquels elle a des obligations de faire, elle a des attentes d'une revente d'ici 3-4 ans, plutôt dans ce contexte-là. Et je trouvais un exemple de Usain super intéressant dans la tribune qu'il a publié chez vous, qui était à un moment, il se demandait quel nouveau pays ouvrir. Et il y avait une différence entre quels sont les pays où il y en aurait peut-être le plus besoin et les pays où, étant donné leur pouvoir d'achat, ça leur ferait gagner le plus d'argent. Et le pays sur lequel ils avaient ouvert, d'un point de vue stratégique, du coup, c'était le pays où ils pourraient gagner le plus d'argent. Et je pense que ce genre de décision où en fait on priorise l'avantage business avant le pur paying user, que c'est ce qui drive la plupart des décisions en entreprise une fois qu'on est dans ce setup où l'objectif principal, c'est d'aller chercher de la profitabilité, de la croissance, ce qu'on veut. Et tu vois, même sur un exemple comme celui-ci, je pense que tu peux choisir, prioriser le pays numéro 1 en fonction du potentiel de marché, mais je pense que quand même, quand tu as cette démarche, et je l'ai vécu, pas encore chez Scribe, mais chez iAdvice où j'étais avant, où on a ouvert effectivement des pays, des bureaux, etc. En fait, tu dois quand même en général t'adapter à la culture du marché, aux attentes du marché, y compris parfois faire évoluer ton produit, tu vois, pour des spécificités marché. Et donc, pour moi, c'est aussi une manière de dire, même si ton objectif, encore une fois, numéro 1, c'est le business et que tu vas prendre une décision d'ouvrir un pays avant un autre parce qu'il y a plus de potentiel business, à la fin, tu dois quand même écouter tes utilisateurs dans ce nouveau marché, dans ce nouveau pays, pour pouvoir prendre les bonnes décisions et t'assurer que ton offre, elle est alignée avec les attentes de ce marché. Et tu ne peux pas faire sans, quoi, tu vois. Et ça, je ne conteste pas, hein. De toute façon, si tu fais en dehors des attentes du marché, tu feras un flop. Donc ça, vraiment, je ne conteste pas. Juste que, typiquement, dans cet exemple que je trouve intéressant, ce qui a été le point de départ pour se demander quel marché est-ce qu'on ouvre, c'est la dynamique business avant pain point utilisateur. Et des exemples comme ça, j'en ai plein. Ça va peut-être faire l'objet d'une autre question plus tard, mais en tout cas, chez Mano Mano, je peux en donner d'autres, quoi, des exemples où c'est ça qui drive les conversations. Mais évidemment, après, on s'assure que ça matche, hein. On a quelques questions dans le chat. Je vais regarder. Alors, on a Camille qui posait une question. Ne plus être user-centrique selon vous, est-ce que ça oblige les designers à créer des fonctionnalités qui ne sont plus utiles et plus utilisées? Pas forcément, en fait. Typiquement, donc,
nous, chez ManoMano, il y a une fonctionnalité qu'on a travaillé en priorité qui était le cross-sell. Donc, c'est proposer des produits complémentaires à un utilisateur quand il arrive donc voilà, il achète un produit et nous, on lui montre les accessoires, par exemple. On savait que c'était un pain point pour les utilisateurs, mais ce n'était pas forcément le plus gros. Donc, si on avait été purement user-centric, by the book, comme Product Board, on aurait dit, attends, on se concentre d'abord sur les plus gros pain points et celui-là, on le verra plus tard. Sauf que nous, dans un modèle où on paye notre trafic en Google Shopping, en fait, on a besoin de le rentabiliser. Et le fait de mettre des produits en accessoires, c'était, d'un point de vue business model pour l'entreprise, qui avait de meilleures opportunités parmi tous les sujets. Donc, c'est celui-là qu'on a pris. Pour autant, cette fonctionnalité, ça reste utilisé par l'utilisateur. Donc, faut pas se dire que être moins user-centric dans cette définition, c'est sacrifier, faire des choses qui n'ont pas de valeur. Par contre, dans des contextes, et je te laisserai Simon répondre, hein, mais il y a des contextes B2B où clairement, il y a des fonctionnalités que tu fais juste pour cocher des cases. Ça, je pense que n'importe quelle personne qui a bossé en B2B le sait, et c'est pas ce qu'il y a de plus épanouissant. Mais tu fais des fonctionnalités pour que la personne responsable des achats, elle puisse dire « Ah bah oui, leur solution, elle coche vraiment toutes les cases, donc c'est celle-là qu'on va prendre. » Et ça serait bête de se dire que stratégiquement, c'est une erreur de le faire. Alors que quand on se dit en user-centric, on pourrait se dire « Attends, ça ne sert à aucun besoin utilisateur, donc ne faisons pas ça. » Bah, si, ça permet de faire gagner des contrats, ça met des sous dans la machine, et ce qui permet aussi de se concentrer sur les autres éléments qui ont plus de valeur. Ouais, je lisais les commentaires du coup, et c'est Raphaël qui disait ça, c'est que effectivement dans l'univers du B2B, tu peux avoir deux personnes différentes entre la personne qui va vraiment utiliser ton produit et celle qui l'achète. Et donc, Raphaël disait que le décideur devient presque un persona en tant que tel et un utilisateur à satisfaire. Et donc, tu n'auras pas dans tes métriques demain une adoption et un usage en réalité de cette feature, mais tu t'es aligné avec les attentes de cette cible-là, tu l'as satisfaite du coup, et tu vois, et ça t'a permis effectivement d'atteindre tes objectifs business. Ouais. Parfois, il y a même des fonctionnalités qui permettent de faire vendre un produit que l'utilisateur ne va pas acheter, mais il se rassure dans le fait qu'il existe et qu'il pourra, s'il a envie, l'utiliser par la suite. Ouais. Complètement. Je propose qu'on poursuive, on prendra les questions, continuera de prendre les questions au fil de l'eau. Valentin, tu dis dans ta tribune, j'aimerais rappeler que l'objectif d'une entreprise est de générer des profits. La question qu'on peut se poser, c'est que si les clients ne sont pas satisfaits par le produit ou le service vendu par l'entreprise, cette dernière ne générera potentiellement pas de profit. Simon, qu'est-ce que tu en penses de cette quote de Valentin ? Ouais, je suis complètement d'accord. Je pense que c'est vraiment le point sur lequel on est en accord. Et voilà, c'est-à-dire que si les clients ne sont pas satisfaits, à la fin, ça ne marchera pas. Donc, le grand débat, encore une fois, c'est l'œuf ou la poule. C'est-à-dire, est-ce que dans ton esprit, tu as d'abord pensé à la satisfaction avant de penser au business ? Et effectivement, peut-être que la réponse à cette question, à ce webinaire, c'est de dire qu'en fait, ça varie en fonction de l'âge de ton entreprise. Mais même si on sort du digital et je pense que c'est toujours vrai, quoi. Si demain, tu ouvres une boulangerie dans un quartier où le hasard fait qu'il y a que des gens allergiques au gluten qui habitent et que tu ne proposes pas de pain sans gluten, ça ne marchera pas, quoi. Et tu pourras te dire, je sais pas, je pense au business, je fais plein d'animations dans ma boulangerie pour que les gens viennent et tout. À la fin, si tu n'es pas aligné avec leurs contraintes, leurs envies, etc., ça ne marchera pas, quoi. Donc, si ton objectif à la fin, c'est bien de vendre du pain et de le vendre plus cher que ce que ça t'a coûté à produire, il va falloir quand même que tu t'alignes avec les attentes de ton marché et t'assurer que les clients sont satisfaits et que ton pain en plus il soit bon. Et voilà, donc si tu oublies cette démarche-là, si tu as une approche qui va être que court-termiste, puisque c'est ce que tu évoquais aussi un peu, Valentin, tout à l'heure, c'est-à-dire des objectifs de profit à court terme pour potentiellement faire avoir des beaux chiffres vis-à-vis de ses investisseurs, etc. En fait, en vrai, ça ne tient pas dans le temps, ça, parce que tu vas pouvoir faire un quarter exceptionnel au niveau de tes chiffres, mais en fait, 6 mois après, tu auras un churn aussi de malade où tu n'auras pas réussi à créer de la récurrence, tu vois, auprès de tes clients si tu es plus sur un sujet B2C. Et en fait,
tu seras toujours dans une course, tu vois, pour essayer d'aller acquérir des nouveaux clients un peu en one shot, alors que si tu t'assures d'avoir un meilleur alignement entre, encore une fois, leurs attentes et du coup tes objectifs, dans la durée, finalement, c'est moins coûteux et tu performes davantage, en fait, quoi. Donc, ouais, moi, je suis en phase, effectivement, avec cette quote. Ton objectif, c'est de générer des profits, mais si les gens ne sont pas satisfaits par le produit, ça ne générera pas de profit, ou alors très court-termiste, et dans la durée, tu ne performeras pas, quoi. Ouais, de toute façon, oui, je suis totalement aligné avec ça. Moi, mon point principal avec cette approche un peu polémique, c'est de faire attention avec les discours de user first et les discours de ce qui est le plus important pour nous, c'est la satisfaction utilisateur. Bon, je pense qu'avec Simon, voilà, on l'a dit, le but d'une entreprise, c'est de faire de l'argent, donc ça reste l'objectif. Et ensuite, ce sont des moyens pour y arriver. Ensuite, je pense qu'il faut faire attention parce que le marketing des entreprises nous met aussi de la poudre aux yeux pour nous dire que, en fait, en nous disant que leur obsession, c'est nous qui font tout pour faire des produits de limiter leur marge le plus possible, de mettre toutes leurs ressources sur l'expérience utilisateur, on se dit, ah bah super, en fait, je vais partir avec cette marque parce que c'est celle qui me respecte le mieux, celle qui va me proposer les meilleurs produits. Et donc, je trouve qu'il y a beaucoup de discours qui disent, en fait, notre priorité, c'est de faire un produit qui va dans votre sens. Là où, en fait, quand on regarde un peu sous le capot, on voit que la philosophie derrière, c'est pas forcément ça. Typiquement, Apple, qu'on prend toujours comme exemple, ils ont été pris pour obsolescence programmée. Si au cœur de la philosophie, c'était du user first, et ce qui nous importe le plus, c'est d'avoir des utilisateurs qui soient purement satisfaits, d'optimiser leur satisfaction et le business suivra, jamais ils feraient de l'obsolescence programmée. Et ça montre bien qu'à un moment, l'obsession pour une entreprise, c'est d'être de plus en plus rentable, de dégager de plus en plus de profits, et elle cherche la meilleure stratégie pour y arriver. Dans certains cas, elles ont besoin d'innover, elles ont besoin de prendre le marché, elles ont besoin de se différencier par rapport aux autres, et donc elles vont être le paquet sur l'utilisateur. Dans d'autres cas, en fait, elles ont déjà le marché, elles sont en position de monopole, et l'utilisateur, ce n'est pas du tout là où elles vont mettre leur priorité. Typiquement, à Uber, ils vont te parler d'utilisateurs à tout va sur l'expérience. Mais en fait, ce qu'ils font, c'est ils captent le marché. Il n'y a plus aucun concurrent. Tous les taxis, ils finissent par s'effondrer. Et donc, qu'est-ce qu'ils font après? Ils remontent tout leur prix. Et toute cette phase de captation du marché, on nous parle de user first. Et on se dit, ah bah super, c'est au cœur de leur valeur. Ok, mais en fait, ne soyons pas naïfs parce que à la fin, dès le début, il y avait cette optique de maximiser les profits. Et même si dans une première phase, c'était peut-être user first, quand ce qui marche, ce n'est plus d'être user first, ils le feront quand même. Et parce que c'est l'ADN d'une entreprise. Mais là, Valentin, ce que tu dis, c'est qu'en fait, il y a une dissonance entre ce que l'entreprise va dire au marché, en mode le user, vous êtes notre priorité, versus potentiellement ce qu'elle fait en interne de ce qu'on veut, c'est générer du profit en écrasant potentiellement la concurrence et en trouvant un business model qui va nous permettre d'être rentable. Oui, et même même dans la littérature produit, je trouve qu'on insiste beaucoup sur les phases de prendre le marché, qui sont très user-centric. Comment est-ce qu'on arrive à comprendre le problème, répondre mieux que les autres? Par contre, la phase de, tiens, quand on commence à être dominant, qu'est-ce qu'on fait? Et toutes ces phases de monétisation quand tu es un peu en domination, genre un Uber, c'est pas pour maximiser la satisfaction utilisateur qu'ils augmentent leurs tarifs. Ils voient qu'ils peuvent le faire sans avoir du churn, sans alimenter trop la concurrence en le faisant, et ils le font. Donc voilà, je trouve qu'il ne faut pas être naïf là-dessus et mettre les besoins utilisateurs au même niveau que les besoins business. C'est toujours les besoins business qui sont en premier. Dans certains cas, c'est totalement aligné, et dans d'autres, ça ne l'est pas. Après, dans l'histoire, tu as aussi des exemples qui montrent que si tu continues pas à t'intéresser malgré tout aux besoins de tes utilisateurs, même si tu es ultra dominant, tu finis par disparaître. C'est le fameux Kodak effect où en fait, tu n'arrives pas à saisir des évolutions dans les usages, dans les comportements, dans les technologies et donc dans les attentes de ton marché et tu disparais. Si tu parles
d'Apple, c'est voilà, avant eux, il y avait BlackBerry, il y avait Nokia, et c'est des gens qui étaient ultra dominants sur leur marché. Et on peut se demander aujourd'hui si un Google dans l'univers de la recherche qui est ultra dominant commence pas à se faire aussi rattraper tout petit à petit par le bas par des OpenAI ou d'autres, ou chez un tout premier groupe d'utilisateurs, tu commences à avoir en plus un réflexe d'aller faire ta recherche dans ChatGPT que d'aller la faire sur Google. Donc, je pense que malgré tout, ces boîtes qui peuvent à un moment donné perdre de vue leurs clients, leurs utilisateurs, ça reste risqué. Et l'histoire nous l'a montré aussi, parce que tu peux venir te faire détrôner par des gens qui arrivent à mieux comprendre ça. Et avant Google, il y avait Yahoo qui était dominant et qui a loupé des trucs. Et avant l'iPhone, tu avais Nokia ou BlackBerry qui ont loupé et qui n'ont pas su rester alignés avec les attentes de leur marché. Et donc, ouais, je pense que finalement, peut-être qu'il faut effectivement arrêter de parler d'être user-centric. Et effectivement, quand tu relisais la définition de product board, c'est certainement pas la bonne. Et peut-être qu'elle est aussi biaisée par leur propre métier, qui est finalement de centraliser des demandes d'utilisateurs et de t'aider à les prioriser en prenant peu en compte des facteurs externes, tu vois, de type business notamment, quoi. Mais moi, c'est pour ça que j'ai ressorti plutôt, pour préparer un peu cette discussion, le bouquin de Teresa Torres sur Continuous Discovery Habits, parce que c'est quasiment c'est le début du premier chapitre, quoi. C'est comment vous garantissez que votre équipe est en train de créer de la valeur pour vos clients d'une manière qui en crée pour votre business. Donc, en fait, dans la définition du métier du product manager ou de la product manager, elle associe systématiquement les deux. Et je trouve qu'effectivement, c'est l'approche du double impact, en fait, dont on parlait tout à l'heure, qui me paraît finalement plus juste. Et je suis fondamentalement convaincu, et l'histoire, je pense, nous l'a montré, que si tu perds à un moment donné ça de vue, tu vas dans le mur, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas une notion de pivot aussi, et de réussir à le faire au bon moment, un peu dans ce que vous évoquez avec tous ces entreprises qui vont péricliter, parce que justement, en position de monopole, elles n'ont pas vu qu'à un moment donné, un outsider venait, prenait des parts de marché. À un moment, se remettre en question, peut-être aussi, se dire justement, est-ce que je suis au bon niveau, ce fameux win-win, est-ce que je n'ai pas mis trop la balance, peut-être à un moment donné, sur l'utilisateur, et maintenant, il faut que je le remette sur le business, ou fait inverse. À nouveau, moi, je suis un peu mal à l'aise avec ces notions d'utilisateur et business, parce que tout ce que tu fais pour l'utilisateur, à un moment, tu le fais pour des résultats business. J'ai l'impression qu'on parle beaucoup de différence entre court terme et long terme, et à quel point protéger ton marché en faisant des petits incréments qui n'apportent pas forcément grand-chose à l'utilisateur, mais où toi, tu captes plus de valeur, tu te mets en danger sur le long terme. Donc, je trouve que le nœud, il est là, et dire qu'une entreprise doit être user-centric, c'est aussi une autre manière de dire qu'il faut toujours être en train d'investir fortement sur le long terme. Et ça, en fait, je trouve que ça dépend vachement de la position de l'entreprise. À quel point est-ce que c'est quand même un luxe de pouvoir se permettre d'être sur le long terme, et tout le monde ne peut pas se le permettre autant. Donc, typiquement, dans 6 mois, tu as une échéance de trésor et tu ne peux plus lever. En fait, être user-centric, ce n'est pas forcément la bonne approche. Peut-être quand tu te donneras un peu plus d'air, tu vas pouvoir te le permettre. Donc, ouais, voilà. Et du coup, Non, mais en fait, je pense malgré tout qu'être user-centric, ça sera la bonne approche, mais ça ne veut pas dire que effectivement, tu feras ton choix en occultant complètement la partie business, encore une fois. Mais c'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu vas devoir, pour reciter encore Teresa Torres, trouver ce qui aura le meilleur équilibre entre ton besoin de revenus à très court terme et ce qui va te permettre d'obtenir ces revenus à court terme, qui est quel est le besoin que je vais pouvoir adresser tout de suite de mes clients, tu vois, sur lequel ils vont être prêts à me payer immédiatement, en fait, quoi. Donc, c'est-à-dire que même dans un contexte comme celui-ci, tu ne pourras pas te détacher des besoins des gens qui seront en face de toi et qui vont à un moment donné te tendre le billet, tu vois, dont tu as peut-être terriblement besoin dans le contexte de ta boîte à ce moment-là.
Mais sachant qu'à nouveau, c'est pas ce que je dis, hein. Pour moi, la différence entre prendre. Je parle pas de ne pas prendre en compte l'utilisateur, sinon tu fais un flop en fait, donc ça marche pas d'un point de vue business. C'est le côté user-centric, donc que en fait ce soit le point de départ l'utilisateur et que tu mises purement sur le fait de résoudre ses plus gros pain points pour répondre à tes attentes business. Mais en fait, Ouais. parfois, typiquement, le sujet du cross-sell dont je parlais, bon, bah, c'est pas forcément le plus gros pain point que tu vas prendre qui va te permettre d'avoir les résultats business les plus importants, au moins dans une perspective 6 mois, 1 an. Et du coup, par rapport à ça, Valentin, là, on voit que 2022, ça a été une belle année, plein de levées de fonds. 2024, ça annonce quand même un peu plus sombre. C'est quoi un peu, toi, ta vision justement par rapport à ça? Enfin, justement, les boîtes qui ont été très user-centriques, là, potentiellement, elles peuvent beaucoup moins se le permettre parce qu'il y a un besoin de rentabilité, des investisseurs qui ont mis de l'argent. C'est quoi un peu le tips que tu pourrais donner une entreprise justement qui a mis trop peut-être le focus sur le user? Donc, tu veux dire, si je devais donner un conseil à qui? Un product manager travaillant dans une boîte trop user-centric? Ouais, potentiellement. Parce que... Qui a oublié justement genre le côté business et aujourd'hui, dans les problématiques de il faut que je sois rentable, comment je... Je pense que ils n'auront pas besoin de mon conseil au sens où là, ils ont leur board qui ont déjà dû les voir pour, pour réorienter plus vers des fonctionnalités qui vont permettre de faire du business. Moi, mon point, c'est d'être un peu plus souple sur sa définition du product manager. C'est en tant que product manager, mon rôle, c'est de développer des fonctionnalités produits qui permettront à l'entreprise d'atteindre les objectifs dont ils ont besoin à un moment donné. Et si à ce moment donné, et on est quand même dans l'univers des startups où les boîtes, elles ont 2 ans d'avance au max devant elles de trésor, où elles ont c'est hyper capitalistique, donc des attentes de fonds d'investissement qui sont très fortes. Donc cet aspect court terme, on ne peut pas le balayer du doigt en se disant attends, non, c'est pas assez user-centric. Moi, vos problématiques business, je les prendrai que dans un second temps. D'abord, je me concentre sur l'utilisateur et après, je verrai comment ça coïncide avec vos besoins. Bah, je dirais non, partez des besoins business parce que là, c'est l'urgence, on a besoin. Et ayez bien fait votre travail de discovery pour comprendre quels sont les besoins utilisateurs pour faire un match. Et c'est ça votre valeur, c'est de permettre de faire ce pont entre les besoins du business et ce qui va pouvoir matcher avec vos utilisateurs sans que ça fasse un flop. Mais assouplissez-vous sur le côté, non, en fait, c'est quoi ce dont tu as besoin le plus possible mon utilisateur et on verra ensuite quelle métrique business ça viendra impacter. Simon, je te vois hocher la tête, je pense. Ouais, je suis complètement aligné. Effectivement, comment dire, je me rends peut-être pas autant compte que toi, Valentin, de ce décalage, tu vois, entre la perception du métier que certains peuvent avoir ou que certaines peuvent avoir et la réalité. J'avoue que j'ai peu rencontré de product people qui avaient l'impression que leur métier était d'uniquement satisfaire leurs utilisateurs et que le reste n'existait pas trop, tu vois. Mais peut-être qu'effectivement, ça existe et effectivement, à ce moment-là, le message, il est très important de leur dire, voilà, faut redescendre un petit peu et effectivement, les objectifs de l'entreprise, au départ, encore une fois, c'est de gagner de l'argent et d'en gagner plus que ce que ça nous coûte de développer le produit, quoi. Donc, c'est là aussi où je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire, c'est que moi, je pense que c'est dans ce genre de moment où ça peut être un peu plus tendu parfois en interne sur effectivement la gestion de l'urgence, y compris parfois économique, quoi, que les équipes produits ont un rôle vraiment clé à jouer, quoi, parce que c'est une équipe produit, voilà, c'est elle qui va vraiment avoir la capacité, par sa connaissance des utilisateurs, par sa capacité à analyser de la donnée, quanti et quali, de dire, bah, dans ce contexte, et compte tenu des priorités qu'on a, des priorités de l'entreprise et des enjeux business, on pense que le sujet numéro 1 à traiter, c'est celui-ci, quoi. Donc effectivement, peut-être que dans un contexte où l'argent n'est plus jamais un problème et tu aurais peut-être fait un choix différent. Mais là, le rôle est d'autant plus clé dans sa capacité à se construire j'allais dire des certitudes, ou en tout cas des convictions sur quelle va être la bonne manière d'atteindre ses objectifs
l'équipe produit a un vrai gros rôle à jouer là-dedans, quoi. Mais du coup, en tant qu'équipe produit, pour vous, est-ce que c'est à nous d'être les seuls responsables, justement, d'être l'avocat de l'utilisateur au sein de l'entreprise, ou est-ce que on doit faire ça de façon collaborative avec d'autres parties prenantes? Si oui, potentiellement lesquelles? Alors moi, j'ai surtout travaillé à titre personnel dans des boîtes B2B, donc j'ai toujours collaboré avec d'autres équipes finalement sur ces sujets. C'est-à-dire que, et après Valentin, tu diras comment ça se passe peut-être plus d'un point de vue B2C, mais dans un univers B2B, tu peux quand même rarement faire sans une équipe sales, une équipe customer success qui en fait ont un autre rapport aussi que toi avec tes utilisateurs et tes clients et donc sont une source, tu vois, d'informations hyper utile, hyper précieuse, tu vois, pour prendre ce genre de décision. Donc, non, je pense que tu peux pas faire tout seul et que tu es obligé de te reposer voilà, sur d'autres équipes pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Ouais, totalement aligné. Je trouve qu'il y a un côté soit naïf, soit prétentieux à croire qu'on est le représentant de l'utilisateur. Nos équipes sales, elles passent beaucoup plus de temps que nous à discuter avec eux. Pareil pour nos équipes CSM et nos équipes marketing, elles peuvent se retrouver à faire beaucoup d'études de terrain, beaucoup d'études de marché. Donc voilà, je pense si c'est, enfin, à minima, avoir cette prise de conscience que il y a plein d'autres personnes dans nos équipes qui sont, dans les équipes qui sont en contact des utilisateurs et qui ont une vue différente de la nôtre. Et aussi, pour moi, c'est pas le rôle du product manager d'être le représentant d'un des pôles. Justement, son objectif, c'est d'arriver à être le représentant de l'équilibre et de trouver quel est le meilleur chemin à dessiner dans plein d'objectifs contradictoires. Et parfois, les objectifs contradictoires, ça peut être des objectifs de rentabilité versus satisfaction utilisateur. Et trouver ce bon chemin. Donc, à partir du moment où on se dit qu'on est le représentant de l'utilisateur, en fait, on devient un peu jugé parti. Ok. Comme il nous reste 13 minutes, je vous propose qu'on prenne quelques questions dans le chat, parce qu'on a eu pas mal de questions. Manon qui demande selon vous, comment est-ce qu'on communique intelligemment avec les designers pour orienter un produit vers l'aspect business versus un aspect user? Simon, tu veux où j'y vais? Écoute, c'est une bonne question. Je pense que la réponse à ça, elle se situe peut-être encore chez Teresa Torres, tu vois, sur un aspect comme celui-ci, c'est-à-dire que moi, j'ai toujours eu tendance aussi, quand j'ai collaboré avec des designers, des designeuses, à les impliquer très tôt, en fait, finalement, dans les projets. Et donc, ils subissent pas ces décisions et ils comprennent les contraintes, en fait. Et je pense qu'ils s'y adaptent aussi au moment où, tu vois, comme pour les autres métiers, en fait, où ils doivent produire, tu vois, ici du design, de l'expérience, etc. Mais donc, je pense que pour que ça marche bien dans un contexte comme celui-ci d'équilibrage entre l'aspect business et l'aspect user, il faut que cette collaboration elle ait lieu très tôt, en fait, finalement, sur tous les projets, quoi. Voilà, j'aurais tendance à dire ça. Pour compléter peut-être ton propos, je travaillais chez Decathlon, et chez Decathlon, en fait, on nous demandait dans chaque feature initiative de la rattacher à un gain business. Et c'était, par exemple, je sais pas, moi, j'optimise le temps de chargement d'une page. Si je suis une équipe technique, en fait, quel impact ça va avoir sur le business parce que, je sais pas, je vais augmenter le panier moyen. Et donc, même en étant équipe technique, être un peu loin, en fait, tu savais à chaque fois quel était ton impact sur le business. Et ça peut être une façon aussi de dire aux équipes produits, voilà, comment vous vous rattachez à chaque fois au business à tous les niveaux, quoi. Et les OKR, ça peut être souvent un bon outil pour ça quand c'est bien utilisé et bien adopté et tout. Mais effectivement, si dans ton rôle, tu sais à quel objectif un peu au-dessus tu es rattaché et lui-même qui peut être rattaché à un objectif business, tu te dis, le projet plus technique ou plus fonctionnel, en fait, il n'a pas c'est pas un objectif en tant que tel. Il va me servir à atteindre autre chose. Je trouve que ça a au moins une vertu très visuelle quand c'est déployé comme ça dans les boîtes, de se dire ce que je fais, ça sert à un objectif au-dessus, lui-même sert à un autre. Je trouve que c'est assez vertueux pour ça. Ouais. Non, t'as raison. Loïc a l'air d'être d'accord avec nous dans les commentaires. Logique OKR.
Autre question, quel garde-fou vous mettriez en place pour ne pas privilégier une approche trop orientée business ou à l'inverse user-centrique au détriment justement respectif de l'utilisateur et de l'entreprise? Est-ce que justement quand vous pensez à un sujet, vous vous dites attention, genre red flag ou là, il faut que je fasse attention à ça? Une petite to-do? Typiquement, à haut niveau, je trouverais ça intéressant d'avoir un NPS minimum. Se dire, OK, on accepte que le but, ce soit de maximiser les profits, mais jusqu'à quel point? Se dire, OK, est-ce qu'on s'aligne pour se dire, nous, dans nos valeurs, dans ce qu'on a envie de créer comme site, on veut que ce soit quali au sens un NPS de 30. OK, maintenant, on cherche à maximiser les revenus avec cette contrainte. Et je trouve que ça peut être plus réaliste et plus actionnable que d'avoir plein de KPI, un mélange de KPI business et utilisateur, et où on voit que souvent le KPI utilisateur NPS, il pèse pas forcément très lourd dans la balance face au KPI business. Tu vas dire, on perd 2 points de NPS, mais on a fait plus 10% de croissance. Bon, et potentiellement, on y va. Si tu arrives à définir en amont, les gars, est-ce qu'on est fiers de nous si on fait un produit qui est en dessous d'un NPS 20? Non? Ok. Bon, maintenant, ça met un effet plancher. Un peu le damage control dans le frame, enfin dans la méthodologie Discovery Discipline, première étape du frame, justement, tu fixes un success criteria, qu'est-ce que je veux atteindre, et damage control, sur quoi je ne veux pas bouger, justement, qui serait potentiellement soit l'utilisateur, soit le business, en fonction d'où tu pars, quoi. Ouais, exactement. Pour que ça marche, il faut faut aussi s'être mis d'accord sur et qu'est-ce qu'on fait si jamais on descend en dessous de ce chiffre-là. Parce que pour le coup, on échange souvent avec des équipes, tu vois, sur ces sujets de mesure de NPS ou d'autres indicateurs. Et en fait, quand tu les interroges sur demain, vous perdez 10 points de NPS, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas souvent de réponse, tu vois, là-dessus. Et du coup, tu peux avoir la volonté de suivre ce chiffre-là de manière, tu vois, précise, régulière et tout. Mais si en réalité derrière, tu n'as pas à minima une liste de personnes, tu vois, que tu mets dans la boucle pour au moins réfléchir, en fait, il ne se passera pas grand-chose demain, tu vois, en cas de baisse et tout. Donc moi, je suis évidemment en phase sur le fait qu'une bonne approche, c'est de ne pas avoir que des objectifs quanti et aussi de mettre du quali et notamment de la satisfaction, tu vois, dans tout ça. Mais je trouve que ça s'accompagne quand même de et si demain ça baisse, du coup, qu'est-ce qui se passe, quoi? Qui est impliqué? Comment? Tu peux pas déjà décider qu'est-ce que tu vas résoudre, mais au moins, qu'est-ce qui se met en marche le jour où ça baisse, quoi? Ouais. Et moi, j'aime bien de voir comment ça se transpose dans le monde physique, parce que parfois, je trouve que le monde digital, il a un côté un peu abstrait. Mais imaginons que, en fait, tu sois propriétaire, tu achètes un restaurant pour ta retraite et tu mets un manager, et toi, ton but, c'est de maximiser un peu pour ta retraite. Tu peux te dire, OK, tu dis au manager, moi, je veux que vous essayez de maximiser mes revenus. Par contre, pour ma conscience personnelle, je veux que sur Google, il y ait au moins une note de 4. Parce que sinon, j'aurais l'impression d'avoir fait quelque chose de pas ouf pour, pour le monde, quoi. J'en sais rien. Ça dépend des convictions de chacun. Mais ça, je trouve que c'est une vision entendable qui adresse les deux, sans être naïf sur ma priorité, c'est quand même de faire de l'argent. Est-ce que vous avez des conseils justement à partager aux product people qui sont avec nous sur des bonnes pratiques justement à mettre en place dans l'organisation? Sur quel sujet spécifiquement? Par rapport à... Toi, par exemple, Valentin, comment est-ce que justement on pense business quand on développe une feature? On a parlé tout à l'heure des OKR. Est-ce que toi, tu utilises chez ManoMano des choses en particulier que tu partages avec tes équipes? Qu'est-ce que tu leur demandes pour justement avoir cette partie business dans les features que vous pensez? Alors nous, dans notre entreprise, pour le coup, c'est plus structuré au niveau e-team, COMEX. Donc ils vont nous partager
voilà, à grande échelle, quels sont les grands objectifs business qu'on cherche à atteindre, et après, chacun essaie de se les réapproprier. Ok. Donc, je pense typiquement dans ce genre de situation, un enjeu de management, ça peut être en fait, éviter les frustrations de se dire ah, c'est quand même fou, tout ce qui est partagé, c'est les objectifs business. Bah ouais, en même temps, c'est une entreprise, c'est le but d'une entreprise. Maintenant, comment est-ce qu'on se le réapproprie pour que ça vienne coïncider avec les principaux objectifs que nous, on a spotés d'un point de vue utilisateur. Ok. Toi, Simon, vous mettez des choses en place chez Script justement aussi pour suivre ça? Ouais, bien sûr. Enfin, on a des OKR, tu vois, qui sont définis. Pour le coup, je fais partie de l'équipe qui les définit, tu vois, à la fois à l'année et chaque trimestre à l'échelle de l'entreprise. Et après, chaque équipe, comme disait Valentin, se les approprie aussi en disant, bah tiens, pour parler de l'équipe tech, product, quels sont les projets qu'on va prioriser, qu'ils soient fonctionnels ou techniques, tu vois, qui vont nous permettre de bien s'aligner à ça. Et en fait, quand en interne, on présente les objectifs du trimestre, tu vois, de chaque équipe, à chaque fois, on s'assure qu'ils sont, même visuellement, tu vois, que ça soit bien rattaché à l'objectif de l'entreprise, en fait. Et c'est jamais des trucs qui sont un peu flottants et qui vivent par eux-mêmes. Ça doit toujours servir effectivement à un objectif. Alors, pour le coup, on a évidemment, comme tout le monde, des objectifs de revenus dans ces objectifs à l'échelle de l'entreprise, mais aussi on a un niveau de NPS qu'on souhaite atteindre, et donc il y a des projets qui vont vraiment être liés à ça, quoi. Donc je pense que on révolutionne rien en disant ça, en parlant de ça, mais effectivement, ça reste quand même une bonne manière de se piloter et de gérer les priorités, quoi. Et encore une fois, je trouve que c'est là où c'est pas que là, mais c'est aussi là que les équipes produits, elles ont un vrai rôle à jouer, c'est-à-dire j'ai ce contexte, j'ai ces contraintes, j'ai ces objectifs qui sont fixés par la direction, l'entreprise et tout, bah, je suis certainement l'équipe la mieux placée, même si elle n'est pas en autonomie et en autarcie pour le faire, mais je suis l'équipe la mieux placée pour du coup estimer quelles vont être les priorités qui vont nous permettre d'atteindre ces objectifs-là. Donc ouais, c'est une vraie belle opportunité, malgré peut-être ce que disait Valentin tout à l'heure, de se dire, ah, parfois on peut avoir des illusions sur user first, tu vois, qui serait complètement décorrélé du business et tout. Bah, malgré ces contraintes-là, il y a une vraie opportunité d'avoir de l'impact quand même, et peut-être même parfois, grâce à ces contraintes-là, il y a une vraie opportunité d'avoir de l'impact en tant qu'équipe produit dans une boîte, et c'est ça qui rend le métier assez cool aussi quand même. C'est ce que tu dis, Valentin, hein, bien souvent, les produits People optimisent sous une contrainte business qu'ils oublient de questionner. Justement, d'aller questionner, le business, c'est aussi comprendre les contraintes et ça crée aussi de l'innovation. Ouais, la questionner, en tout cas, moi, je ne l'entends pas dans le sens de la challenger, cette contrainte business, mais la questionner pour être sûr de bien la comprendre et de comprendre, moi, c'est comme ça que je le vois, hein, tu vois, mais comprendre qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qui se cache un peu derrière, peut-être pourquoi est-ce qu'on a cette contrainte maintenant. Je pense que rares sont ceux dans une organisation qui serait légitime pour venir questionner, enfin, tu vois, challenger un objectif business, mais par contre, comprendre les tenants et les aboutissants, et donc comment est-ce qu'on peut avoir le maximum d'impact sur cet objectif, ça, je trouve que c'est indispensable, effectivement. Ok. On arrive au terme de notre échange. Est-ce qu'un petit mot de la fin, chose que vous voudriez partager, Valentin, chose qu'on n'aurait pas abordée de ta tribune, que tu voudrais mettre en avant, justement? Non, mais moi, ça me fait penser un peu à si je fais un parallèle avec la vie, où parfois, il y a une stratégie qui est suis tes passions et tu verras, tu arriveras à gagner ta vie avec. Et en fait, je trouve que c'est beau et c'est couillu de faire ça. Pour autant, on le fait pas tous. Et on le fait pas tous, il y a aussi des raisons. C'est parce que on voit que dans les passions, tout le monde n'y arrive pas, que c'est dur. Et je trouve qu'il y a un parallèle avec, la stratégie user first, qui est tiens, suis à fond les besoins de tes clients et tu verras, tu arriveras à gagner ta vie en tant qu'entreprise. Et
Et on voit aussi, donc voilà, donc c'est une stratégie, mais qui est assez risque. Et on voit bien qu'on ne le fait pas tous dans notre propre vie. Et l'autre chose, c'est que cette stratégie de fais ce que tu aimes dans la vie et tu verras comment gagner, tu trouveras comment la gagner, c'est plus facile à faire quand tu n'as pas d'enfant, quand tu n'as pas un prêt sur le dos. Et je trouve que c'est un peu la même chose dans les boîtes où tu as des employés pour lesquels tu as une responsabilité, tu as des fonds qui ont mis de l'argent sur toi et qui attendent un certain niveau de profitabilité et qui deviennent les copropriétaires de la boîte et qui, eux, le côté ne vous inquiétez pas, je vais trouver ce que les gens veulent et après, le business suivra. Bah, cette stratégie, ils ne seront pas forcément à l'aise avec le risque qui est associé. Donc voilà, je vais laisser avec ces petites analogies qui me parlent bien. Tu as une redevabilité qui se crée justement, comme tu dis. Ouais. Simon? Je serais peut-être pas aussi philosophe, tu vois, pour conclure. Non, mais moi, je pense que ce qui ressort de ce qu'on s'est dit là, c'est que dans le fond, on est assez alignés effectivement sur le besoin quand même de jamais se couper de son marché et de ses attentes. Et je ne sais pas si on aura répondu à la question de l'œuf ou de la poule aujourd'hui, mais en tout cas, on va continuer à y réfléchir et on en reparlera peut-être bientôt, quoi. Ça marche. Bah, merci à vous deux pour cet échange, d'avoir confronté vos visions sur le sujet, même si on voit en effet que entre l'œuf et la poule, en effet, on ne sait toujours pas qui arrive en premier. Merci à tous pour votre participation et pour vos commentaires dans le chat. Le replay sera disponible dans quelques jours sur la chaîne YouTube de TIGA, donc on pourra continuer de prendre vos questions et peut-être y répondre. On vous souhaite en tout cas à tous une bonne fin de journée et à bientôt. Merci, à bientôt. Salut!